Nous voici pour la deuxième fois à Sainte-Lucie, Natal, au milieu d'une famille de pélicans, à l'heure du déjeuner. Des poètes ont pensé que le pélican, lassé d'un long voyage et vide de provisions, donnait ainsi à dévorer ses entrailles à ses petits affamés. La zoologie, prosaïque, prétend que ce gracieux animal dispose en fait d'une poche ventrale extensible qui lui sert de garde-manger, où le bébé pélican est autorisé à plonger le bec comme le petit garçon au retour de l'école qui plonge la tête la première dans le buffet familial. À vous de juger. Prose, poésie. La nature fait parfois de la poésie en prose. Mais que fait ici cet être humain avec ses jumelles et son carnet de notes? Son heure n'est pas encore venue. Nous sommes au commencement du monde, au 3e ou tout au plus au 4e jour de la création. L'ibis n'est pas sûr du terrain. Le groupe des flamants roses explore le domaine qui vient de lui être concédé. Les mots fatidiques viennent tout juste d'être proférés. Qu'il y ait des canards et des bécassos, des martins pêcheurs, des pluviers à triple rayure, et toutes sortes d'oiseaux qui volent sous le firmament des cieux, qu'ils croissent et se multiplient, et qu'ils remplissent le ciel et la terre. Qu'il en soit ainsi. Et il en fut ainsi, du moins quelque temps, dans la douceur et la beauté. Et de cet ordre pacifique un jour est sorti, mais qui dira comment, qui dira pourquoi, l'ordre effrayant de la lutte pour la vie, de la guerre et de la faim, de la nature armée se nourrissant d'elle-même, toute pitié refoulée aux limites du champ clos, où le crocodile, la gueule ouverte en permanence, symbolise avec beaucoup de conscience et d'exactitude tout ce que l'on peut attendre d'une société de consommation réduite à son expression la plus radicale. Voyez l'illustration. Elle se passe de commentaires. Mais peut-elle se passer de légende? Devant ces machins ambulants aux mâchoires abusives et à la queue barbelée, faut-il penser que la nature, incapable de produire ses chefs-d'œuvre du premier coup, a procédé par ébauches successives et dont il n'y avait rien d'autre à faire que de les jeter à l'eau?
Ou bien faut-il en revenir à l'antique explication de la chute et de la faute d'Adam qui a tout perdu? De toute façon, que l'on renvoie la perfection du monde à une date ultérieure, ou que l'on cherche le responsable de cette mauvaise affaire où l'imagination créatrice semble détruire elle-même les œuvres de son génie, il est impossible, ici, à Sainte-Lucie, d'échapper à la première et à la plus impénétrable de toutes les questions, celle-là même que posent inlassablement les enfants et qui revient sur les lèvres chaque fois que l'existence veut bien nous ménager un répit ou nous offrir en spectacle l'immense et douloureux effort produit par la nature pour ne pas retomber au néant, la question des questions qui s'énonce en un seul mot, pourquoi? Oui, pourquoi cette invraisemblable débauche d'énergie? Pourquoi ces créatures étranges, insolites ou monstrueuses, qui semblent sortir de terre comme des dragons de légende, rendus par quelque accident muets sur leur propre destin? Quel est le sens de cette énigme que l'univers ne cesse de poser à l'intelligence humaine sous les formes les plus extravagantes du rébus zoologique? Et ce varan du Nil, énorme lézard à langue fourchue, qu'est-ce qui a bien pu lui donner le goût des œufs de crocodile, auxquels sa vigilance discrète accorde rarement les 14 semaines de soleil nécessaires à leur éclosion? Oui, pourquoi cette naissance qui sort déjà tout armée de sa coquille? Y a-t-il un discours caché sous les apparences fascinantes de cette interminable fresque multicolore et vaguement ironique? Pourquoi? Mais vous savez que de l'avis des grandes personnes instruites, cette question est à laisser aux enfants. D'ailleurs, le grand livre d'images de la nature, c'est évident, a été dessiné pour eux.